Bonjour à tous et bienvenue dans Hebdo Manga, le podcast dédié manga et animé avec un épisode tous les dimanches pour revenir sur les dernières actualités, que ce soit au Japon ou en France, un état des lieux des tendances et des ventes du milieu pour ne rater aucune pépite, ainsi que des dossiers au sujet divers et variés pour vous partager ce que j'ai envie de vous partager. Cette semaine, grosse actualité manga en France, quelques nouveautés côté animé au Japon, puis je vous partagerai mon avis sur Ichi the Witch, sorti la semaine dernière chez Kiyun, et pourquoi c'est un incontournable du paysage shonen actuel. Je m'appelle Telio, et encore une fois, bienvenue dans Hebdo Manga. Commençons avec les nouvelles côté Japon si vous le voulez bien, car on apprend que l'adaptation du manga du roman de Space Opera Les Héros de la Galaxie verra son dernier chapitre paraître dans le prochain Ultra Jump après plus de 10 ans de sérialisation. Le dernier volume de la série, le 35, sortira en mars au pays du soleil levant. Parlons également d'un manga qui s'est réellement terminé cette semaine, qui était The Elusive Samurai dans le Jump de Yusei Matsui, mangaka connu notamment pour Assassination Classroom à l'époque. Pour un total de 27 volumes, celui-ci vient compléter la trinité de succès de l'auteur avec auparavant Neuro le Mange Mystère et Assassination Classroom. Une saison 2 de son animé est prévue d'ailleurs pour cet été si vous n'avez pas vu la première. Nouveau trailer pour le nouvel animé de Kyoto Animation Sparks of Tomorrow. Cet animé adapte l'histoire du roman Niju Seiki Denki Mokoroku, qui a remporté la mention honorable lors de l'édition 2017 du concours organisé par Kyoto Animation. Au début du XXe siècle, Kyoto a évolué différemment de ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Dans un monde où seules les machines à vapeur se sont développées, la ville est engloutie par la fumée. Kihachi Sakamoto est un garçon qui vit dans la suspicion après avoir perdu son frère aîné, avec qui il partageait le rêve de l'âge de l'électricité. Inako Momokawa est une fille qui vit une vie pieuse, avec des rêves pour l'avenir et des regrets dans son cœur vis-à-vis de sa défunte mère. Suite à leur rencontre, tous deux vont partir à la recherche du catalogue électrique du XXe siècle, un livre qui leur permettra de réaliser leurs rêves. Diffusion prévue cet été, mais pas de plateforme annoncée encore pour le moment. En parlant plateforme justement, on apprend que la nouvelle adaptation animée de Ghost in the Shell par Science Saru va être diffusée dans le monde via Amazon Prime Video. À vous de juger si c'est une bonne nouvelle ou non, mais l'animé sera clairement l'un des titres à ne pas manquer cet été non plus. Annonce d'une adaptation animée côté shoujo également pour le cultissime Red River Anatolia Story de Chie Shinohara, un titre encore une fois inédit en France. Yuri Suzuki passe la vie ordinaire d'une adolescente japonaise aujourd'hui, mais le cours de son existence va radicalement changer. Suite à des événements étranges, elle est emportée à travers le temps en Anatolie ancienne, l'ancien empire hittité, par la reine Nakia dont l'unique but est de l'utiliser à ses fins comme sacrifice. Déboussolée par cette époque, elle est sauvée, par chance, des serres de la reine par le prince Kale. Il lui promet alors de l'aider à rentrer chez elle, et bien des obstacles s'annoncent. Récompensé par le prix Shogakukan dans la catégorie shoujo en 2001, c'est un titre très intriguant qui confirme une nouvelle fois cette tendance agréable de voir des shoujo cultes de l'époque revenir sur nos écrans. Début de diffusion prévu cet été par le studio Tatsunoko Productions. Enfin, annonce pour l'anime Iron Walk Jan, l'adaptation du manga de Saijo Shinji, dont les trailers et le staff annoncés donnent plutôt envie car on retrouvera Ei Aoki à la direction, notamment connu pour Fate Zero ou Aldnoah Zero. Oui, ça fait beaucoup de zéro. Cette année, un grand concours international de cuisine chinoise, les lauréats présumés sont assurés de la victoire. En effet, un grand sponsor derrière eux. Ce sont les ultra puissants et ultra richissimes 13 dragons, pour la plupart liés à la mafia. Sur ce concours dont l'importance est capitale, ils contrôlent les juges et mettent la pression sur certains concurrents inquiétants. C'était cependant sans compter sur l'arrivée d'un cuisinier qui ne craint aucune pression. Connu dans le monde culinaire pour ses frasques et son excentricité, il a été autrefois mêlé à des assassinats par empoisonnement. Après avoir disparu des années en Chine, où personne n'a su ce qu'il faisait, Jan est de retour. Un animé à suivre de près jusqu'à sa sortie prévue pour cette année, donc sûrement en octobre. Passons maintenant côté manga en France car il y a pas mal d'annonces de titres attendus et de choses intéressantes à voir ensemble. Commençons donc par les maisons d'édition avec les éditions Pika qui ont annoncé leurs prochains titres de leur collection Shonen, Shoujo et Masterpiece. Côté Shonen, on a l'arrivée de l'excellent manga Galaxias de Ao Atesaka. Au royaume de l'Anyakea, les humains vivent aux côtés de dracoïdes, des êtres dotés d'une queue au pouvoir surpuissant. Géo, une jeune habitante d'une île reculée, ne rêve que d'une chose, partir explorer le monde. Mais son père s'y oppose fortement. Tout bascule lorsqu'elle fait la connaissance de Néréide, un mystérieux mais candide dracoïde admésique, et qu'un membre du gouvernement débarque afin d'éliminer la jeune fille. Ces événements vont entraîner le départ de Géo qui, accompagné du Fugo Néréide, part sur les traces du plus grand aventurier du monde, Yuri Holst, qui pourrait bien être la clé de toutes leurs questions. Galaxias a débuté sa prépublication dans le Weekly Shonen Magazine en juillet 2024, et la série, toujours en cours,
compte maintenant 3 tomes parus à ce jour. Son auteur Ao Hatesaka s'impose comme un jeune mangaka très prometteur. Lauréat du concours du Weekly Shonen Magazine en 2022, à la star de Kei Orana pour Gachiakuta avant lui, il s'est rapidement fait remarquer par la puissance de son trait et l'énergie qui s'en dégage. Le pilote à l'origine de Galaxias a été lauréat du 108e Rookie Manga Awards du Weekly Shonen Magazine de Kodansha, présidé entre autres par Muneyuki Kaneshiro et Yusuke Nomura, les auteurs de Blue Lock. C'est de cette première histoire remarquée qu'est née la série que nous connaissons aujourd'hui. Dès les premières pages, un souffle épique saisit les lecteurs, celui de l'aventure et de l'inconnu, rappelant les débuts des shonen les plus légendaires. Le dessin d'Ao Hatesaka marque tout de suite par la richesse de ses détails et son dynamisme, notamment dans des scènes de combat aussi fluides qu'impressionnantes. Les décors, variés et soignés, nous plongent immédiatement dans un voyage qui promet d'être aussi beau que généreux et dépaysant, tandis qu'une touche d'humour, portée par des personnages hauts en couleur, apporte une vraie fraîcheur dans la lecture. On retrouve dans Galaxias une intensité propre aux grandes épopées d'aventure, un ressenti qui n'a d'ailleurs pas manqué de saluer Hiro Mashima, l'auteur de Fairy Tail lui-même. L'univers promet d'être foisonnant, mêlant intrigue, mythologie, enjeux politiques et trajectoire personnelle forte, pour une série pleine de promesses. Dès le début de Galaxias s'annonce comme un futur classique du manga d'aventure. Le seul bémol à ce titre, c'est l'état de santé de son mangaka qui ralentit beaucoup le rythme de publication. Un titre qualitatif certes, mais qui demandera de s'armer de patience. Au moins, l'investissement ne sera pas disproportionné. Sortie prévue pour le tome 1 le 17 juin 2026 aux éditions Pika. Côté shoujo, on retrouve cette fois-ci Fall in Love You False Angel de Koko Uzuki, un des derniers shoujo qui fait sensation au Japon. Otogi Katsura, la populaire déléguée des secondes du lycée, est surnommée l'ange voleur de cœur, car, par son seul regard, elle vous fera fondre. Mais derrière cette apparence impeccable et irréprochable se cache une stratège vaniteuse au caractère bien trempé. Tout bascule quand, par un concours de circonstances, elle montre son vrai visage à Toki Ninomae, le prince du lycée. En retour, lui aussi décide de montrer franc jeu à Katsura et lui dévoile qui est le vrai Ninomae. Issu du mythique magazine Dissert, aux côtés de titres incontournables comme Ton visage au clair de lune, A Sign of Affection or You're My Soulmate, Fall in Love False Angel est prépublié depuis 2023. La série est en cours au Japon avec 6 tomes parus. Ce shoujo a tout pour toucher un large public et son succès en témoigne. Fall in Love False Angel connaît une avalanche de prix et de sélections au Japon, dont le prix Kodansha 2025 du meilleur shoujo, le prix Gachi Manga Fair 2024 ou encore un top 5 au Kono Manga Gasugoi 2025. Sans oublier plus d'1,5 million d'exemplaires vendus en seulement 5 tomes, la série étant régulièrement haut placée dans le top Oricon, le top des meilleures ventes du manga au Japon. En ce qui concerne son histoire, Fall in Love False Angel, c'est d'abord la rencontre bouleversante entre deux lycéens qui cachent leur véritable personnalité derrière un masque de perfection et qui dévoilent progressivement l'un à l'autre un visage bien différent de celui qu'ils affichent au lycée. Entre Otogi et Ninomae, une relation aussi électrique que touchante se met en place, faite de complicité et de petites piques bien senties. Dans ce jeu de séduction qui ne dit pas toujours son nom, chacun tente de percer les mystères de l'autre, souvent là où ça fait sourire, dans des scènes d'humour espiègle et légères. Impossible de rester insensible tant la dynamique entre nos deux héros fonctionne et tant on prend de plaisir à les voir se rapprocher et se provoquer. Enfin, impossible de ne pas tomber sous le charme de la traite de la mangaka, Koko Uzuki, d'une élégance rare. Otogi et Ninomae semblent littéralement tomber du ciel, portés par des cadrages aériens et un découpage original qui plonge instantanément dans l'ambiance et immerge le lecteur dans les émotions des personnages. Les réalités de la vie, intégrées avec une évidence désarmante, nourrissent la romance et l'ancrent dans quelque chose de profondément vrai, ce qui la rend d'autant plus touchante et crédible. C'est un titre qui, selon moi, n'est pas à rater pour les fans de shoujo, et vaudrait clairement le détour pour les lecteurs consommant timidement ce genre de récit. Franchement, ça vaut le coup. Celui-ci débutera le 20 mai 2026, côté Pika. Et enfin, du côté de cette maison d'édition, c'est l'annonce du shoujo culte gothique Angel Sanctuary signé Kaori Yuki qui fait son grand retour en France dans leur collection Masterpiece. Il y a bien longtemps, l'ange Alexiel mena une révolte contre les dieux qui échoient. Sa punition, la réincarnation éternelle en des vies humaines, proie à des tourments aussi bien physiques qu'émotionnels. Des milliers d'années plus tard, elle se réincarne en Setsuna Mudo, un jeune garçon japonais. Mais la malédiction sévit toujours. Il est amoureux de sa sœur Sarah et transgresse ainsi les lois de cet amour interdit. C'est alors que l'ange Rosiel, frère jumeau d'Alexiel et ennemi juré de celle-ci, est libéré. Il souhaite à tout prix retrouver sa sœur prisonnière du corps de Setsuna pour poursuivre leur affrontement, quitte à provoquer l'effondrement du monde. Après un arrêt de commercialisation aux côtés des éditions Tonkam, redécouvrez ce chef-d'œuvre indémodable dans un nouvel écrin avec une traduction mise à jour, un nouveau lettrage, des pages couleurs et de nouvelles couvertures. Cette édition en volume double fera 10 tomes au total et commencera le 18 mars 2026. A noter également la sortie de la suite du manga Tokyo Chronos, cette fois-ci inédit chez nous et prévu pour le même jour. De nouveaux adolescents pris dans une guerre fatidique qui les dépasse, pour un total de 5 volumes au format poche.
Maintenant, si vous le voulez bien, passons du côté de Kazé avec une conférence de presse qui a eu lieu ce lundi pour présenter la reprise de cette maison d'édition, de retour sur leur ancien label. Maintenant que Crunchyroll n'est plus là, quelle direction souhaite-t-il prendre? Eh bien, je n'y étais pas pour des raisons évidentes, du coup voici quelques infos en vrac récupérées par-ci par-là. Retour de Mehdi Benrabah en tant que directeur édito, celui-ci officie actuellement chez les éditions Pika au même poste, pas de webtoon prévu pour la maison d'édition, une volonté de pousser le manga francophone, trouver un nouveau public et pas seulement des fans de manga, pas de traduction IA, réflexion sur les light novels mais rien de fait pour le moment, et enfin la section DVD est restée chez Crunchyroll donc pas de retour de Kazé-Home Vidéo. Enfin, la nouvelle qui me déchire le plus le cœur évidemment, c'est celle qu'il ne faudra pas compter sur eux pour la nouvelle réimpression de Moonlight Act, le énième chef-d'œuvre de Kazuhiro Fujita, qui est en rupture complète chez les libraires. Il faudra attendre une résurrection autre part ou à un autre moment pour espérer revoir ce titre chez nous. Pour rappel également, les mangas actuellement sous label Crunchyroll resteront Crunchyroll jusqu'à leur fin, et les nouvelles séries récupéreront bien le logo Kazé à leur sortie. Sur un aspect positif, ils ont annoncé l'arrivée dans leur catalogue de Ultimate Exorcist Kiyoshi de Soichi Uzui, l'un des derniers survivants du Jump et ancien assistant de Eiichiro Oda. Kiyoshi Arai est le plus grand et puissant exorciste. Depuis que sa famille est morte, tuée par un démon, il n'a eu de cesse de s'entraîner. Plus question pour lui de perdre un être cher ou de laisser une personne connaître le même tragédie. Aujourd'hui, du haut de ses 16 ans, le voilà fin prêt à remplir sa première mission. Seulement, il y a un hic. En plus d'être très timide, Kiyoshi est un trouillard de première. Bien que le synopsis et les chara-design ne me parlaient pas du tout au début, je vois de bons retours critiques du côté des lecteurs que je connais, donc si vous aimez les neketsu d'exorcistes mêlant humour et combat épique, le titre pourrait bien vous intéresser. Sortie simultanée des tomes 1 et 2 le 8 juillet chez nous aux éditions Kazé. Vous la retrouverez donc sûrement à la Japan Expo. Voilà qui conclut les news de la semaine, ça fait un petit peu de temps mais au moins on a pu prendre en compte tout ce qui avait été dit. Je vous propose donc de passer à la présentation d'Ichi the Witch et pourquoi c'est un incontournable. Le 12 février est sorti l'un des mangas, si ce n'est le manga le plus attendu de 2026, le dernier succès du Jump aux mains de deux talents féminins du manga qui ont réussi à conquérir le Jump grâce à leur nouveau titre. Les éditions Kiyun ont lancé une énorme campagne promotionnelle dessus, à la hauteur du succès attendu. Une maquette de tome géant dès son annonce il y a un an de cela, traduction des chapitres dès le départ avec campagne et jaquettes exclusives sur leur site Manga Nova, et plus récemment des pubs sur les abribus, ce qui est rare tout de même pour un manga, et une grosse soirée de lancement à l'Atelier des Lumières pour accueillir la presse et les créateurs de contenu. Bref, tout a été mis en place pour que tout le monde en entende parler, si bien que je pense que certains d'entre vous commencent à avoir une petite overdose. En vrai, ça ne m'étonnerait pas. Mais malheureusement pour vous, cette campagne marketing ne sort pas de nulle part, et il est clair que Kiyun a investi dans un titre dont les qualités sauront convaincre le plus de monde, même les non-initiés du genre. Je suis moi-même passé à la caisse pour me procurer les 2 premiers volumes, car même si je suis le titre depuis ses débuts sur Manga+, les redécouvrir sous leur nouveau jour, en tome avec une traduction révisitée et des pages en bonus, c'est un ajout non négligeable. Laissez-moi donc vous parler des premiers tomes d'Ichi the Witch, le manga signé Osamu Nishi au scénario et Shiro Usazaki au dessin. Dans ce monde, les sorcières doivent traquer leur magie. Au plus profond de la forêt, le terrifiant roi de la magie et la plus puissante des sorcières se livrent dans un combat mortel. Mais soudain, un jeune garçon rejoint la bataille. Il s'appelle Ichi et n'est qu'un simple chasseur. Cependant, il a le pouvoir de bouleverser ce monde dans cette époque de chasse à la magie. Vous l'aurez compris, Ichi the Witch est un récit de pure fantasy. Cela semble banal dit comme ça, mais dans le Jump, les succès du genre sont plutôt rares depuis quelques années. C'est simple, actuellement, à part One Piece, il n'y a aucun manga survivant dans le Jump dans ce style de récit. Tous les autres sont semi-réalistes, présentant des points imaginaires dans des mondes aux allures réalistes. C'est le cas par exemple de Kagurabachi, Sakamoto Days ou encore Nue's Exorcist. Il y a des pouvoirs, des choses surréalistes, mais le cadre du récit se passe dans un Japon moderne, aux normes et codes très ressemblant à ceux du monde réel. Toutefois, il est vrai que parmi les plus gros succès d'une Jump, une grande partie sont des récits complètement imaginaires, comme One Piece, Dragon Ball ou encore Hunter x Hunter, dont les règles, les environnements et les personnages sont complètement inventés pour coller à l'imaginaire de l'auteur. Où je veux en venir, c'est qu'en général, un manga de ce genre se faisant une place dans le magazine présente forcément des qualités à bien des égards. Car tout d'abord, qui dit mise en place d'un nouvel univers complet, dit explication du lore, des personnages et des codes qui régissent le monde. Ce sont des masses d'informations qui sont difficiles à doser car le lecteur peut rapidement se perdre face au trop-plein d'informations dans les pages. La première étape pour la survie de ce genre de récit dans le Jump, c'est le dosage de ces informations. Dans Ichi the Witch, bien que le début soit plutôt verbeux, les dessins imaginatifs et superbes d'Usazaki arrivent à compenser pour capter le lecteur sur la partie visuelle. Ensuite, forcément, il y a aussi le facteur notoriété,
car si les personnes débutant l'œuvre sont connues, celle-ci a plus de chances de survivre. Bon, ce n'est clairement pas une règle universelle, il suffit de voir l'échec de Samurai 8 par le créateur de Naruto pour le comprendre. Il avait beau être l'un des mangaka les plus connus du monde, son nouveau manga donnant trop d'informations et trop de détails dès le début n'a pas su convaincre les nouveaux lecteurs. Et donc on en revient au point numéro 1. Ainsi donc, les personnes travaillant sur l'œuvre vous sont peut-être peu connues en France, mais au Japon ce sont deux figures dans leur genre. En premier, on retrouve Osamu Nishi au scénario. Mangaka du très populaire au Japon Iruma à l'école des démons, ce manga est également un titre de fantasy assez long et ambitieux, car celui-ci est toujours en cours au Japon avec une 50aine de tomes disponibles. Avec une grosse fanbase, des spin-offs populaires et un animé qui continue de sortir de nouvelles saisons, Iruma est de loin l'une des licences du shonen actuelles les plus populaires du Japon. Chose importante à noter, mais Iruma est un succès chez la maison mère Akita Shoten, donc un concurrent direct de la Shueisha, et donc du Jump. Et il est sûr que cette opportunité de créer deux mangas simultanément chez deux concurrents directs a intrigué beaucoup de monde. Ensuite, au dessin, on retrouve Shiro Usazaki. Une carrière plus récente, mais elle était notamment dessinatrice d'Actage, un manga sur les métiers d'acteur et tout ce qui venait autour, comme la production, le casting et les différents rôles que celui-ci pouvait avoir. C'était un gros succès du Jump pendant sa sortie, mais celui-ci connut un destin funeste à cause du scénariste qui s'est fait arrêter pour agression sexuelle sur mineur, forçant donc le Jump à annuler la série malgré Usazaki qui n'avait rien à voir dans cette histoire. Cette affaire a mobilisé de nombreux lecteurs qui ont donc soutenu et attendu le retour de la dessinatrice qui méritait clairement de briller dans cette industrie. Ainsi, Ichi the Witch, c'est la réunion de deux acteurs du milieu qu'on ne pensait pas voir ensemble. D'un côté, une superstar d'un concurrent qui débarque dans le magazine le plus populaire du monde pour le conquérir, et de l'autre une dessinatrice talentueuse dont l'injustice derrière les derniers projets faisait que son prochain projet était très attendu. J'ai dit au début que le nom ne offrait pas forcément le succès, mais les circonstances faisaient que ces deux noms allaient forcément apporter une base solide de lecteurs, au moins intrigués par ce nouveau récit. Ensuite, un des facteurs les mieux réussis du manga est clairement les personnages. Déjà, fait important à noter, le cast est très égalitaire. On retrouve autant de personnages majeurs femmes que hommes, et un casting global composé plutôt majoritairement de femmes, dû au lore du fait qu'il n'y ait aucun sorcier homme dans le monde. En plus de ça, chaque personnage est assez unique et compose très bien les faiblesses des autres. Descaras, par exemple, remplit à merveille la casquette de la plus forte des sorcières du monde, avec des phrases orgueilleuses, un léger détachement des situations et un pouvoir spectaculaire. Pour autant, cela ne l'empêche pas d'être intéressante avec des indices disséminés sur son passé, ses intentions, on comprend qu'il y a une explication derrière son statut. Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres dans le cast principal, mais chacun propose ce genre de facettes proposant un récit intéressant à long terme où chaque personnage aura le temps de briller. Je suis tout de même obligé de faire un arrêt sur Ichi, le personnage principal, car celui-ci se démarque plutôt bien des héros ordinaires de Neketsu habituels, car bien qu'il soit quelque peu instinctif, celui-ci est également réfléchi dans ses chasses, et sait garder sur son froid dans les situations délicates. Au milieu d'un groupe complètement féminin, celui-ci détonne encore plus de la masse, apportant une touche singulière à son univers, et il est tout à fait cohérent de l'ériger en tant que personnage principal quand on voit ce que l'équipe propose avec lui en créant ce manga. Pour résumer, nous avons avec Ichi the Witch la réunion de deux noms talentueux du milieu, et très suivis dans l'époque actuelle, offrant un univers complet bourré de lore et avec des histoires uniques en son genre pour le magazine, saupoudré d'un dessin de fantasy magnifique qui saura offrir le meilleur de chaque acte narratif, qu'il soit sérieux ou au contraire plus léger. Vous comprendrez avec ces différentes raisons pourquoi Ichi the Witch n'est pas un effet de mode, mais bien un titre très qualitatif qui mérite amplement son succès. Vous aurez beau détester le mainstream, il y a de grandes chances que vous appréciez ce manga qui détonne de bien des manières. Merci à tous d'avoir suivi ce hebdo manga, j'espère qu'il vous aura plu. Beaucoup de news, beaucoup de présentations, j'ai la voix complètement morte, j'espère que ça s'est pas trop entendu au podcast. Faut vraiment que je prévoie un verre d'eau un peu plus grand pour les prochaines fois, limite une tasse. La semaine prochaine, début mars, on voit les nouvelles sorties manga de mars, j'espère que vous êtes prêts parce qu'il y aura beaucoup de choses intéressantes à voir ensemble encore une fois. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau hebdo manga, c'était Elio, ciao.